C'est la deuxième vidéo format CAPS dans notre série qui vise à créer des ponts entre la facilitation et d'autres questions d'ordre sociétal, environnemental, c'est le cas aujourd'hui, ou d'autres approches. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir parmi nous Sébastien et Benoît de l'association pour un réveil écologique. C'est quasiment impossible que vous n'ayez pas entendu parler du nom de cette association, tellement ça fait un buzz monumental. Là, pendant les 2 dernières années, enfin, on a quand même entendu énormément parler de vous. Vous avez fait beaucoup de choses. Et donc, on se réjouit en fait d'avoir ce temps d'échange avec vous, de vous entendre parler de cette association, de comment votre discours est entendu chez vos interlocuteurs, notamment dans les entreprises, et puis les liens évidemment que vous faites avec la facilitation. Bonjour Sébastien, bonjour Benoît. Bonjour, Vous allez bien? ça va. Ouais. Vous nous dites un peu, au fait, vous êtes étudiants en quoi là tous les deux? Benoît, On est tous les deux étudiants en école d'ingénieur. Moi, je suis étudiant à Polytechnique en fin de troisième année. avec une spécialité, je crois, hein. Je fais des sciences pour l'environnement. Ouais. Et toi, Sébastien? Moi, je suis spécialisé en génie électrique et je suis étudiant à l'École centrale de Lille. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, je vous rappelle le principe, hein. On a une interview qui va durer une bonne partie de cette rencontre. Et l'idée ensuite, c'est que les participants ici présents aient un petit temps de réflexion entre eux pour faire jaillir des questions puissantes qui vous seront adressées, évidemment, et auxquelles vous pourrez répondre dans un second temps. Ça vous convient? Très bien. Alors, commençons. Et si vous voulez bien, déjà, rappelez-nous cette association d'étudiants pour un réveil écologique. C'est quoi, déjà, en quelques mots? Et puis, pourquoi vous avez rejoint ce combat? Ouais, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous fait vraiment très plaisir d'être ici pour vous parler de notre association et de notre mobilisation. Pour parler de l'association, j'ai besoin d'une minute pour recontextualiser un petit peu ce qui nous a poussé à nous engager pour l'écologie. Nous, donc, en tant qu'étudiants, on s'est engagé dans ce combat car nous avons compris que les trajectoires actuelles nous mènent droit au mur. Il y a pas mal de scientifiques qui parlent, par exemple, qui parlent d'une grande accélération des impacts des activités humaines sur nos écosystèmes, qui vont eux-mêmes avoir des impacts désastreux sur notre manière de vivre, de travailler, de manger, de se déplacer, d'exister finalement. S'il y a une seule chose à retenir, c'est que ces problèmes sont multiples, complexes et très particulièrement entreliés. Il y a bien sûr le dérèglement climatique dont on nous parle depuis déjà un bon moment. Je disais que c'était il y a 30-40 ans, qui sont le dérèglement climatique qui est donc principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a également la chute de la biodiversité, dont on commence à parler de plus en plus également, les pollutions en tout genre, mais également l'épuisement des ressources, le pétrole, mais aussi les terres rares et différentes autres espèces chimiques utilisées par l'industrie, par l'agriculture. Et bien entendu, finalement, quelque chose qui chapeaute le tout, qui englobe le tout, c'est l'épuisement de notre modèle actuel, un modèle sociétal, économique, basé sur la surconsommation, le capitalisme, mais également les inégalités sociales, qu'elles soient nationales ou internationales. Il faut il faut pas s'en paraître complotiste. Ces nombreux effets et impacts sont liés très intimement, s'entraînent les uns les autres à cause finalement de l'immense machine de la destruction humaine. Et les conséquences de nos activités sont déjà visibles et vont s'intensifier dans les prochaines années et décennies, menant à ce que certains appellent un effondrement. On préfère parler de plusieurs effondrements qui vont être successifs. Ça ne veut pas, un effondrement, ce n'est pas forcément une apocalypse totale. Ça peut être des effondrements de la production de pétrole, de la biodiversité et, et, et également de la croissance qu'aujourd'hui pas mal de politiques disent infinie, enfin veulent dire infinie, et aujourd'hui repeignent en vert, ignorant les lois de la physique. Alors Sébastien, c'est bien, tu rentres directement dans le vif du sujet, mais revenons un instant sur l'ambition de l'association. Tout à fait. Je vais y revenir, mais juste avant, je veux préciser un aspect qu'on n'avait pas assez précisé en lançant le manifeste, qui est donc avant de vous parler collectif, d'intelligence collective et des problèmes écologiques, il y a une chose qui est très importante et qu'il faut vraiment souligner, ce sont les aspects sociaux.
car l'urgence écologique est marquée par les inégalités sociales, que ce soit dans la responsabilité et dans les conséquences, car ce sont les pays les plus riches, et au sein des pays les plus riches, ce sont les personnes les plus riches qui polluent le plus, qui ont une empreinte la plus importante, et ce sont les pays les plus pauvres et les personnes les plus pauvres, même parmi les pays les plus riches, qui seront le plus touchés. Et particulièrement les femmes et les personnes les plus vulnérables seront le plus touchées par les conséquences de l'urgence écologique. Alors du coup, l'association, maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'est créé? On s'est créé parce que donc on a lancé un manifeste étudiant pour un réveil écologique il y a 2 ans, en septembre 2018, qui était finalement l'expression de notre dissonance cognitive étudiante. Donc, on peut dire qu'on est une génération qui fait sa crise de la quarantaine à 20 ans, car on considère qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre d'avoir 40-50 ans pour agir. Et quand on voit ce à quoi on nous prépare dans nos écoles, au métier auquel on nous prépare, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose parce que ces métiers n'allaient globalement pas dans le sens de la résolution du problème et avaient tendance plutôt à l'aggraver. Donc, à l'origine de ce collectif, de ce manifeste, il y a une poignée d'étudiants qui sont effarés face au manque d'ambition, que ce soit de la part des hommes et femmes politiques, mais également des décideurs économiques. Et donc, on a écrit notre frustration. On ne voulait pas continuer comme si de rien n'était. On ne croit pas au système qui est actuellement en place et on veut le changer en profondeur. Quelque part, tout ce qu'on veut finalement, c'est prendre notre avenir en main en intégrant les enjeux écologiques dans notre quotidien. Et donc, grâce à la couverture médiatique qu'on a obtenue, qui était très intéressante, on a pu continuer à se mobiliser auprès des acteurs économiques. On a rencontré beaucoup d'entreprises politiques, on a rencontré pas mal d'hommes et femmes politiques, que ce soit des membres du gouvernement ou des députés de l'opposition, et également universitaires. Et on travaille donc sur ces 3 axes aujourd'hui. Benoît, tu veux ajouter quelque chose? Je peux peut-être répondre à la deuxième partie de ta question sur pourquoi on s'est engagé personnellement. Déjà parce qu'on est conscient de tous ces enjeux écologiques dont a parlé Sébastien et qu'on sait qu'on va vivre un avenir certainement difficile à cause de tous ces bouleversements écologiques. Donc, quand on est jeune, c'est simplement rationnel de s'engager pour la cause écologique. Alors souvent, on commence, comme j'ai fait, par essayer de diminuer son propre impact, revoir ses choix de consommation, de déplacement, etc. Et puis, on se rend compte que tout est lié et qu'il y a des changements beaucoup plus profonds sociétaux à faire. Et en tant que jeune, on se dit qu'on doit avoir un impact. Et dans ce collectif, on pense qu'on en a un, notamment en portant cette question de l'emploi, en disant qu'on ne veut pas aller travailler n'importe où et qu'on veut que notre travail plus tard ait un impact bénéfique sur la société et sur l'environnement. Et donc, c'est en cherchant à créer des changements dans la société que j'ai rejoint ce collectif et que je suis très heureux. Ce que je peux faire est d'essayer de convaincre nos aînés de changer un peu leur façon de faire du business. Alors tiens, je vais rebondir sur ce que tu dis, Benoît. Convaincre vos aînés, donc au travers des différentes rencontres que vous avez évoquées, ça a commencé toute l'histoire avec le manifeste. Est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes que vous faites au travers de l'association? Donc, on l'a compris, des actions de communication visant les dirigeants, les hommes politiques, le manifeste, un large public et les autres étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes sur lesquelles vous êtes engagés? Oui, c'est ça. Alors, au niveau de l'entreprise, quand on va convaincre des dirigeants, il y a 2 façons de le faire. Soit en allant personnellement parler avec un dirigeant pendant 1 heure et demie, une réunion avec un échange, euh, voilà, pour à la fois comprendre ce que eux font dans leur entreprise et nous donner notre point de vue. Ou alors parler devant des cadres dans les entreprises plus largement pour essayer de convaincre plus largement des personnes d'agir. Mais ensuite, on ne veut pas s'arrêter là à juste échanger avec des dirigeants. On se dit que peut aussi avoir un impact pour les étudiants et leur donner des outils pour, euh, pour comprendre les freins et ce qu'on peut attendre d'une entreprise. Donc pour ça, on a par exemple élaboré un questionnaire et une grille de lecture des entreprises pour savoir où est-ce qu'ils en étaient dans leur prise en compte des problèmes écologiques pour évaluer la stratégie. Donc à la fois, on dit quelles sont nos attentes, nous, en tant que jeunes, et puis on a envoyé ce questionnaire à des centaines de grandes entreprises en France. On a reçu à peu près 50 réponses aujourd'hui. Et puis derrière, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on analyse ces réponses de manière sectorielle. Donc, par exemple, on a pris le secteur du luxe
Et puis, on a regardé parmi les différentes entreprises qui nous ont répondu quelles bonnes pratiques on pouvait souligner, où est-ce qu'il y avait du retard de manière générale. Et puis, on a organisé une table ronde avec des dirigeants de ces entreprises pour faire part de nos réflexions et puis les interroger plus profondément sur ce qui nous paraissait des zones d'ombre. Voilà, devant des étudiants pour que les étudiants s'emparent de ces questions et c'était en particulier pour ceux qui veulent aller travailler dans ce secteur et davantage de matière déjà à réflexion avant d'entrer dans le secteur. Oui, c'est ce que j'avais compris effectivement, Benoît, c'est que au fond, ça avait une visée d'alerter les autres étudiants sur le fait que, attention, cette entreprise parle de prise en considération des problèmes climatiques et environnementaux, mais c'est quand même surtout du greenwashing. Donc, il y avait une forme aussi d'intention d'alerter les étudiants sur là où ils mettaient les pieds, quoi, en quelque sorte. C'est bien ça? Oui, complètement. Les entreprises sont très bonnes en communication et on voit que le sujet environnement est un sujet qui monte dans leur communication. Et il faut prendre ça avec du recul et avec un peu de pincettes, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de greenwashing et que c'est un moyen de vendre et d'attirer la communication autour des enjeux environnementaux. Donc, c'est aussi, par exemple, on a aussi fait ça, on a fait un guide anti-greenwashing, on donne par exemple quelques outils pour pas croire tout ce que disent les entreprises, mais vérifier un peu plus précisément. Et puis nous aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, dans les réflexions qu'on produit, de débunker le greenwashing. Voilà. Benoît, on va revenir sur les entreprises et notamment comment elles réagissent par rapport à vos propos. Mais revenons un instant sur l'association, encore une fois, et notamment sur les plus de 30 000 étudiants qui ont signé votre manifeste. C'est énorme. Aujourd'hui, comment ils sont mobilisés? Parce que pour un réveil écologique, c'est finalement, il y a une équipe cœur qui est pas de 30 000, hein, qui est un petit nombre. Et ces 30 000 qui ont signé aujourd'hui, comment ils continuent à être mobilisés au-delà de leur signature du manifeste? Est-ce qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à vos actions? Alors Sébastien, où vous en êtes par rapport à ça? Tout à fait, oui. Alors, on s'est, depuis l'écriture du manifeste, on a fait, son lancement, on a beaucoup évolué, que ce soit dans notre positionnement, dans nos actions. On s'est permis pas mal d'actions sans forcément le faire en lien avec l'ensemble des signataires. Mais pour autant, on reste très proche d'eux dans la mesure où on communique toujours avec eux sur nos actions. On mène des consultations pour comprendre quel est leur positionnement, quelles sont leurs attentes de mobilisation, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Et enfin, on propose des outils à destination de ces étudiants, donc que ce soit donc pour comprendre l'impact écologique des entreprises dans lesquelles ils vont travailler, ou que ce soit pour s'intéresser aux questions de formation dans les universités, parce que c'est notre second grand combat après l'emploi, c'est la formation, parce qu'aujourd'hui, on juge qu'on n'est pas assez formé sur les enjeux écologiques dans nos écoles et universités. Et donc, en fait, on les mobilise à travers ces outils. Nous, notre but, c'est à la fois de porter un plaidoyer auprès des décideurs économiques et politiques, mais également de faire en sorte que le maximum d'étudiants s'emparent de ces questions par eux-mêmes et se mobilisent sur ces questions qui sont très proches finalement de ce qu'ils font au quotidien. Donc finalement, l'université est le premier emploi. Donc, on reste très en lien avec ces étudiants. Merci Sébastien. Alors, revenons maintenant donc sur les entreprises. Il y a quelque chose qui vous caractérise dans vos communications, c'est que vous n'avez pas votre langue dans votre poche et on ne peut pas dire que vous soyez très politiquement correct. Vous avez le mérite de dire les choses de manière assez directe, sans détour, ce qui donne d'ailleurs beaucoup de poids à vos communications. Félicitations pour ça. Mais la question, c'est évidemment comment réagissent les chefs d'entreprise? Comment réagissent ces parterres de cadres lorsque vous leur présentez tout ce que vous avez pu concaténer comme information? C'est quoi leur réaction? Alors, leur réaction est assez variable de manière générale. Je dirais qu'il y a peut-être un point qui les regroupe tous, c'est qu'ils sont intrigués. Ils se demandent qui sont ces jeunes qui viennent des grandes écoles, les mêmes qu'eux ont faites, et qui ne veulent pas rentrer dans le moule et pourquoi on est si nombreux. Ensuite, il y a peut-être deux types de réactions.
il y a ceux qui trouvent ça super et qui se disent, ça les fait réfléchir en fait, et disent effectivement peut-être qu'on doit revoir un peu notre façon de faire et qu'ils ont raison, que ce qu'on a fait dans notre carrière n'est pas forcément bien. Et du coup, on plutôt un discours encourageant et aimerait qu'on ait le plus d'impact. Et puis, il y en a d'autres qui sont davantage sur la défensive, où ils vont plutôt expliquer tout ce qu'ils font de bien. Donc là, ils ressortent leur discours un peu habituel qu'on trouve dans leur communication RSE, donc avec un peu de greenwashing. Et ils veulent nous convaincre que ils ont fait beaucoup de choses, enfin qu'eux-mêmes ont fait beaucoup de choses et que c'est très compliqué, mais qu'ils sont à la hauteur ou voilà, que c'est le mieux qu'ils peuvent faire. Euh, une autre chose que je pourrais dire quand même aussi, c'est que globalement, quand les réactions, je trouve, évoluent au cours du temps. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelques, enfin, quand on a commencé en fait, c'était il y a 2 ans, c'était quelque chose de très nouveau quand même, et donc ça les surprenait beaucoup. Et là déjà, j'ai l'impression que les dirigeants ont davantage ça, davantage les questions environnementales enfin, dans leur considération, et que c'est quand même quelque chose qui monte, en tout cas dans leurs paroles et dans leurs actes. Alors, ça ne veut pas dire que dans les faits, il y a grand-chose qui change, mais ils mettent en avant quand même certaines. Ils en parlent plus et on sent qu'ils sont quand même. Ils ont plus regardé ce sujet. Voilà, au fur et à mesure. Et donc, ça fait 2 ans là que vous êtes en train de faire un branle-bas de combat pour les alerter, les amener à plus de conscience finalement sur leur impact sur le climat et l'environnement. Ils réagissent comme tu viens de le décrire, Benoît. Et vous, comment vous recevez tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de leur discours, qu'ils soient défensifs ou même un peu réfléchis? Sébastien, tu es là depuis plus de 2 ans dans le mouvement. Comment tu vis ça, toi, leur réaction là? Alors, moi, je pense déjà que, comme Benoît l'a dit, leur discours évolue beaucoup. Il y a beaucoup de langue de bois encore, mais il y a pas mal de dirigeants qui ont envie de commencer à s'engager et qui, davantage, mais qui rencontrent pas mal de points de blocage. Donc, c'est aussi très intéressant de comprendre quels sont ces points de blocage. Euh, Ce que j'en pense, c'est que donc, voilà, ça évolue, c'est globalement optimiste parce que ça va dans notre sens. Le principal problème, c'est que si de nombreux dirigeants depuis 2 ans ont bien compris quels étaient les problèmes, ça on a été parfois très surpris par la compréhension très fine de pas mal de PDG euh, des enjeux écologiques. Il y a dans la communication, il y a clairement deux discours parce que il y a ceux qui nous disent à nous et ensuite il y a leur communication institutionnelle. Euh, Désolé pour le peu de fond. Leur communication institutionnelle qui utilise de plus en plus de greenwashing. Vous en avez parlé tout à l'heure, qui est utilisé à des échelles bien plus importantes qu'il y a 2 ou 5 ans, qui est en greenwashing, qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus difficile à décrypter si on ne s'y intéresse pas. Et donc, ce que j'en pense, c'est que ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Il faut réussir à faire bien la part des choses, s'informer en tant que citoyen sur quels sont les enjeux de ces entreprises et comprendre leur communication pour les déchiffrer. Donc, nous, on avait développé des outils on avait fait un petit guide anti-greenwashing, mais au-delà de ça, ce que j'en pense, c'est il y a une conscience citoyenne qu'il faut développer pour permettre de comprendre qu'est-ce qui se cache réellement derrière la communication de ces entreprises. Est-ce que tu viens de citer qu'il y avait des entreprises et notamment des dirigeants qui étaient quand même euh, très alertes? Euh, Vous auriez quelques entreprises à citer en exemple qui vont vraiment dans le droit chemin et qui, pour vous, vous inspirent confiance pour relever l'enjeu de la transition, si on Des, peut entre- encore Oui. des entreprises parfaites, il n'en existe clairement pas aujourd'hui. Il y a des entreprises qui s'engagent, qui font des choses, mais qui sont toujours qui sont, qui expriment eux-mêmes une sorte de schizophrénie, de dissonance cognitive, parce qu'ils font très bien des choses sur un aspect et très mal sur plein d'autres. Mais il y en a qui font des choses. Alors, je réfléchis à un exemple que je pourrais vous donner, que vous pourriez lire. Je ne vais pas du tout les encenser, mais le PDG de Danone, par exemple, Emmanuel Faber, a un discours qui est très engagé, mais parfois les actes de son entreprise ne suivent pas toujours.
qu'il y a un discours engagé, pas seulement avec nous, il y a un discours engagé dans les médias. Les actes de son entreprise ne suivent pas toujours, mais ils font des choses. Après, ça ne veut pas dire que je défends Danone et que je mets un petit logo vert validé sur Danone. Clairement non. Mais il y a des discours de dirigeants qui nous ont surpris. Le PDG de Sodexo, par exemple, nous avait également agréablement surpris. Après, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est parfait. Et il y a énormément de travail. Je peux partager sur le fait que nous aussi, chez Pharmapar, on a eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec des entreprises dont les dirigeants étaient quand même très éclairés sur ces questions et personnellement très touchés par ces questions. En revanche, ils sont à bord d'un très gros paquebot et ça met énormément de temps à pouvoir manier le paquebot pour le dévier un petit peu. Et ce que j'ai ressenti de mon côté, c'est un sentiment que l'urgence de la situation semble peu compatible avec la vitesse d'adaptation de ces grosses organisations, ces grosses entreprises. Et donc, je vous pose la question un peu différemment. Est-ce que vous pensez que les entreprises, à condition qu'elles aient un dirigeant, comme tu l'as cité en exemple, Emmanuel Faber, qui est très éclairé, qui a très envie, est-ce que vous pensez qu'elles ont quand même la capacité de pouvoir vraiment être totalement cohérentes avec ces enjeux dans un espace-temps qui est raisonnable, quoi. On est en train de parler de quelque chose qui pourrait s'écouler entre 5, 10 ans, 15 ans maximum. Est-ce que ça vous paraît malgré tout possible? C'est très difficile à dire. Je pense que clairement non, ça va pas être. Ce n'est pas grâce à juste l'initiative de certaines entreprises que ça va être possible. Je suis totalement d'accord que c'est les paquebots qui sont difficiles à à transformer. Non, je pense pas que c'est. Je pense que ce sont ce dont on a besoin, ce sont des mobilisations citoyennes de très très grande ampleur, des prises de conscience, que ce soit des plans de transformation de l'économie, de la société, qui soient menés à l'échelle nationale. Donc, M. Macron a lancé au commissariat au plan hier. Donc, ce sont des choses qui sont assez enthousiasmantes parce que finalement, sur les questions écologiques, il faudrait qu'on arrive à faire bloc tous ensemble, donc que ce soit français, européen, et qu'on aille tous dans la même direction. Ce qu'aujourd'hui on ne fait pas. Et ça parce que ce sont donc des transformations qui sont profondes. Il faut qu'on change profondément nos modes de vie, nos modes de travail. Et, non, je ne pense pas que parce qu'il y a quelques dirigeants qui sont éclairés, qui ont la volonté de faire des choses, ça va suffire. Néanmoins, qu'il y ait des dirigeants qui soient à des aussi hauts postes dans des aussi grosses entreprises et qui aient l'envie de changer est quelque chose qui, à mon sens, est très enthousiasmant parce qu'ils peuvent entraîner les salariés de leur entreprise, ils peuvent entraîner leurs consommateurs, leurs clients, et ça, c'est quelque chose qui est enthousiasmant. Benoît, tu veux rajouter quelque chose, on dirait, non? Je me dis éventuellement, je suis assez d'accord avec Sébastien sur le fait qu'une entreprise n'y arrivera pas seule et qu'un dirigeant seul ne pourra pas faire changer tout ça. Ça va plutôt, pour qu'une entreprise se transforme radicalement, faut que la pression vienne surtout de l'extérieur, je pense. Parce que les intérêts économiques de l'entreprise font qu'elle n'arrivera pas à se transformer radicalement toute seule. Ce qu'on peut espérer notamment, c'est qu'elle freine pas trop cette transition dans ses activités de lobbying, dans ses activités de recherche et développement, elle peut au contraire l'accélérer. Et donc, voilà, je pense que l'action qu'on peut avoir sur les entreprises, c'est qu'elles soient plutôt, au lieu d'être des freins de la transition comme elles peuvent l'être aujourd'hui, plutôt des accélérateurs, même si ce n'est pas elles qui, je pense, vont engager vraiment le mouvement. Merci Benoît, merci Sébastien. Venons-en peut-être à faire le lien avec le cœur de notre activité chez Pharmapar, qui est la facilitation, donc les approches collaboratives. En quoi pensez-vous que ces approches sont utiles pour relever l'enjeu de la transition? Je pense effectivement que c'est utile. Par exemple, donc, si on reste sur le sujet de l'entreprise, quand on voit si un dirigeant est volontaire et veut que dans son entreprise, ils aient une façon de travailler qui soit plus responsable,
s'ils imposent ça, enfin voilà, ils imposent un changement de pratique aux salariés, ça va être vu comme une contrainte supplémentaire, qui ne sera pas forcément pertinent vu de leur travail, et du coup, ce sera certainement mal fait. Alors que je pense que c'est les gens qui sont sur le terrain qui savent le mieux comment faire. Mais pour ça, il faut faut qu'on les consulte. Donc, il faut mettre tout le monde autour d'une table pour échanger là-dessus. Puis, je pense que ça permet aussi aux gens de s'engager davantage dans les transformations qu'il y a à faire s'ils se sentent acteurs de cette transformation. Donc, je pense qu'avoir un travail plus inclusif, plus collaboratif, ça fait que chacun va se sentir donc plus engagé dans les transformations qui sont nécessaires pour la transition. Et puis, peut-être que Et puis bon, parfois les changements d'entreprise peuvent venir dans l'autre sens, par le bas. C'est plutôt des groupes de salariés qui, plutôt des jeunes, enfin nous on en connaît plusieurs, des alumni de nos écoles, qui essayent de faire changer la stratégie. Bah, je pense que pareil, essayer d'avoir des méthodes plus collaboratives peut les aider à proposer davantage et puis aussi à convaincre leurs échelons supérieurs. Parce que c'est par exemple souvent des dirigeants qui ne sont pas à la fois ni les grands patrons de la boîte, ni les jeunes cadres, mais qui sont entre les deux, qui peuvent être des vrais freins dans les entreprises. Merci Benoît. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur l'importance, je pense, de la facilitation et de la coopération entre les acteurs et du coup ce que la facilitation peut faire à ça. Nous, on considère je vous ai dit que les problèmes écologiques étaient des problèmes qui étaient très complexes, très interliés. Il y a des chercheurs qui utilisent le terme de sournois. Et là, je vais être très preneur de votre avis, savoir si c'est des choses dont vous avez entendu parler, si c'est des problèmes que vous avez rencontrés par votre travail. Nous, on avait eu des formations à la résolution de ces problèmes sournois, certainement pas autant que ce que vous faites, mais des introductions. Donc on avait compris que c'est ce qu'on défend, que ce sont des problèmes souvent sans solution en soi. C'est-à-dire qu'une seule solution ne va pas résoudre tous les problèmes qui peuvent être exprimés par l'urgence écologique, par les problèmes environnementaux, en raison donc de la complexité, mais également de l'incertitude liée aux différents scénarios dans lesquels on s'engage lorsqu'on met en place une certaine solution. Donc c'est par exemple, on peut prendre l'exemple de la technologie. Ce n'est pas parce qu'on a une avancée technologique qui marche bien que tout sera réglé, autant pour le problème qu'elle cherche à répondre, mais également en prenant en compte le problème dans le système entier. Par exemple, certaines personnes parlent pas mal de capture carbone aujourd'hui, c'est-à-dire récupérer le CO2 qui a été émis dans l'atmosphère. Ça va peut-être réussir à faire baisser les émissions, mais peut-être qu'on consommera également beaucoup plus d'énergie et on ne peut également pas prévoir les réactions des humains ni les conséquences de ces technologies sur la biodiversité. Donc, c'est en soi que les problèmes écologiques sont des problèmes sournois. Donc, c'est ça, tout est interlié, les scénarios évoluent, les règles changent, et si on fait une action, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Un autre exemple, plus lié à la biodiversité, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème lié à la biodiversité, ce sont les espèces invasives qui ont été soit amenées par l'homme, soit qui ont été, l'homme leur a permis de se développer parce qu'on a supprimé leurs prédateurs naturels. Et donc, parfois, comme en Afrique, on cherche à se débarrasser, par exemple, de certains criquets. Donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est rajouter quelque chose dans l'écosystème pour se débarrasser des criquets, mais on ne peut pas prévoir les conséquences de cette solution. Peut-être que la solution aura des conséquences bien plus désastreuses que le problème. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très lié donc au problème écologique. Donc on n'a pas une seule solution. On est dans un monde d'incertitude. Ce qu'on peut faire, c'est avancer par tâtons, par itération, et surtout en travaillant avec toutes les parties prenantes. Et donc là, finalement, ce qu'on prône, c'est que ce qu'il nous faut, ce ne sont pas des solutions toutes faites, mais plutôt des modes de résolution. Et améliorer la coopération entre les différents acteurs, entre les parties prenantes, pour nous, c'est un mode de résolution qui est adapté aux problèmes écologiques, donc à ces problèmes sournois. Tout simplement parce que lorsqu'on se met tous ensemble autour de la table, ce que selon nous, on ne fait pas assez aujourd'hui, clairement, voire pas du tout, on peut comprendre toutes les interconnexions entre les problèmes qu'on cherche à résoudre. Aujourd'hui, donc, comme je vous disais, le souci, c'est qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec autant de coopération. Et je pense
que les facilitateurs peuvent justement être la solution à ce problème. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est donc des méthodes auxquelles on a été un petit peu formés et qui nous ont beaucoup plu. Et j'aimerais savoir si c'est des choses que vous avez utilisées par votre métier. Et sinon, je vous enverrai avec très grand plaisir donc les travaux de cette équipe de chercheurs qui nous avait intéressés, qui s'intéresse donc à la résolution par la coopération, par la facilitation et aussi par le jeu, par la gamification des problèmes écologiques complexes. Alors, volontiers, Sébastien, pour nous partager cette étude. Je vais répondre rapidement à ta question et puis ensuite, je pense qu'on va basculer sur les échanges en sous-groupe pour les questions. On finira la dernière question qu'on avait imaginée sur l'avenir de votre mouvement pour la fin de notre entretien tout à l'heure. Ce que je peux partager ici, Sébastien, c'est qu'on a eu une expérience avec une très grosse entreprise internationale qui vend ses produits dans le monde entier et un de ses plus gros clients. Et on a fait un séminaire donc, de haut vol avec vraiment tous les gens qui étaient en charge de toute la chaîne du packaging, de la conception des produits, de l'acheminement logistique, etc. Donc tous les gens de la chaîne, à la fois chez le client et à la fois chez le fournisseur. Et sponsorisé à très haut niveau. 2 jours avec donc, je ne sais plus, 45-50 personnes pour trouver des solutions. Le résultat était assez triste parce que on n'avait que des gens extrêmement motivés, alors, qui voulaient vraiment réduire l'impact, l'empreinte carbone, à la fois chez le fournisseur et à la fois chez le client. Et très rapidement, on s'est rendu compte que pour avoir beaucoup d'impact, eh bien, c'est des durées de développement d'alternatives qui sont déjà minimum de 4-5 ans. On est en train de parler de produits avec une telle volumétrie. Il y a tout un tas d'investissements, outillages, machines qui vont derrière et qui les empêchaient. Et on avait vraiment des experts autour de la table. Donc, ils se disaient, concrètement, on ne peut pas faire ça. Si on veut faire ça, ça prend ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, mécaniquement, sitôt qu'ils commençaient à se projeter sur un rétro-planning, en fait, le calendrier il était beaucoup plus grand que ce qu'ils auraient souhaité tous. Donc, au final, il y a eu des solutions qui ont été imaginées sur un horizon, on va dire, moyen-long terme. Et toutes les solutions à court terme étaient des solutions, finalement, avec un impact plus faible, beaucoup plus faible. Et donc, je partage cette anecdote parce que je pense sincèrement que toutes les personnes qui ont été réunies avaient tout l'espoir de pouvoir trouver des solutions à fort impact, rapidement applicables. Et je crois que la conclusion de ces 2 jours, ça a été de dire, non, finalement, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses impliquées que malgré toute notre volonté, notre bonne volonté, ça prendra du temps. Et donc, c'était une prise de conscience quand même, malgré tout, très forte. Surtout qu'on avait des bons acteurs, encore une fois. Il y a des fois, on fait des échanges et on pense qu'on ne va pas y arriver parce qu'on n'a pas les bons acteurs, donc personne n'ose prendre des décisions à la place d'eux. Mais là, on avait des bons acteurs. Donc, ça montre bien que, et ça reprend ce que vous disiez, que quand c'est très, très complexe, il n'y a pas de solution simple. Et il n'y a pas de solution miracle pour que ça puisse être appliqué immédiatement. En tout cas, ce n'est pas l'expérience qu'on en a fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sébastien. Mais ce qui est certain, c'est que l'inclusion autour d'une réflexion comme celle-ci, elle prend aux tripes et elle contribue très largement à l'augmentation de la conscience, du niveau de conscience général. C'est-à-dire que le niveau d'information monte tellement vite en un très court temps. Puis c'est vécu dans ses tripes. C'est pas juste une information que je vois passer sur un écran d'ordinateur. C'est que j'ai le temps d'échanger, de me confronter dans mes arguments avec d'autres. Ça contribue vraiment à prendre les gens dans les tripes sur ce sujet. Bien, alors, c'était l'interviewé qui interviewe l'intervieweur. Donc, après cette séquence, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette première partie. Oui, juste pas eu le temps de faire un choix.
Pas eu le temps de faire un choix. Alors, ce que je vous propose, c'est de les mettre toutes dans le chat et on va laisser Sébastien et Benoît faire le choix. Est-ce que ça vous convient, ça? Ok. Est-ce que Céline, Marie-Yvonne, ça vous va si je pose la question dans le chat? Ouais, moi, ça me va. Voilà, donc Céline et Marie-Yvonne sont d'accord, je dis. Il y en avait deux, donc Voilà. Jean-Michel, je te laisse poser ta question dans le chat. Oui, merci. Et Alors, on va Michel, attendre que- pareil. Michel, pareil, on te laisse poser. Ouais. Voilà. Et puis, on pourra peut-être en mettre une deuxième si on a le temps et on verra à ce moment-là. Dans ces cas, mettez-la tout de suite, Sylvie, et Benoît et Sébastien choisiront de toute manière. Ok. Bon, ça vous a parlé, tout ce que vous avez entendu là, pendant que nos rapporteurs écrivent dans le chat? Oui. Alors, Benoît, Sébastien, je vous invite donc à commencer à parcourir les questions. Ouais. Il y a déjà deux questions sur les personnes qui donc, seraient dans l'association et qui ensuite rejoindraient des entreprises, ou on peut dire des signataires qui rejoignent des entreprises. Comment penser à l'intégration des entreprises? Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, ce qu'on voit, et nous, on est en contact avec de plus en plus de jeunes salariés dans les entreprises qui se mettent dans des groupes de réflexion un peu transverses dans l'entreprise et qui essayent d'être force de proposition et force de changement dans l'entreprise sur ces questions écologiques. Donc souvent, ça commence par les petits gestes du quotidien au bureau, comment diminuer l'impact. Puis ensuite, essayer aussi d'avoir des réflexions plus stratégiques sur l'entreprise et d'essayer de faire remonter ces idées. Donc je pense que c'est une des possibilités pour les personnes qui iraient dans les entreprises. Enfin, voilà, d'essayer de faire bouger en interne comme ça. Une autre possibilité avec qui on est en contact, c'est par exemple un éco-syndicat qui s'appelle le Printemps écologique, qui a été créé là cette année depuis quelques mois. À l'initiative d'étudiants également? Non, c'est une initiative de salariés qui ont eu l'idée suite au manifeste, en fait, qui se sont regroupés pour échanger. Et ils se sont dit, nous, en fait, on va faire un syndicat qui va porter la question écologique, notamment pour faire évoluer le dialogue social. Voilà, et donc, ils essaient de se regrouper en syndicat pour avoir plus de poids pour influencer les questions écologiques au sein de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est le type de solutions qu'on peut entrevoir pour continuer à mobiliser dans les entreprises. Et puis après, une autre solution, c'est aussi de ne pas travailler en entreprise ou pas de travailler dans les grandes entreprises classiques. Où on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas envie de rejoindre ces grosses structures où on se dit qu'on aura très peu d'impact, mais aller travailler dans des structures alternatives, que ce soit de l'associatif, des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des PME sur lesquelles il peut y avoir plus de facilité à transformer les stratégies d'entreprise. Donc Voilà. ça, c'est une solution court terme pour tous les étudiants qui s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail. Merci Benoît. Sébastien, il y a des questions sur les objectifs de votre mouvement, sur comment vous voyez à 5 ans. Je vais plutôt je veux bien répondre aux objectifs du mouvement, mais je vais répondre aux solutions court terme à fort impact. Alors déjà, comme je le disais, il n'y a pas une solution magique, mais quelque chose qui ferait du bien, je pense, c'est que les citoyens, le maximum de citoyens, s'emparent de ces questions, s'informent, comprennent quel est le problème, comprennent que le problème est complexe et qu'il faut des changements en profondeur. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on en parle autour de nous, afin que tout le monde finalement soit informé dans les meilleures conditions possibles aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de il y a quelques charlatans de l'écologie. Et donc, je pense que c'est ça qui pourrait avoir un très fort impact à court terme. Ce serait que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Ce serait déjà un très bon début. Sur les objectifs à 5 ans qu'on se donne, nous, on va continuer à être mobilisés sur les questions de l'enseignement et de l'emploi. Sur l'enseignement, notre objectif, c'est que tous les étudiants qui obtiennent un diplôme d'enseignement français supérieur aient validé des cours
sur les enjeux de l'urgence écologique, sur qu'est-ce qui se passe et sur comment y répondre au sein de son métier. Parce qu'on considère que tous les étudiants, non, on considère que l'écologie n'est pas juste l'affaire de certaines personnes en entreprise, mais c'est l'affaire de tous. Et donc, ça, c'est notre objectif sur l'enseignement. Alors, on n'a pas forcément une date à 5 ans, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Mais voilà, sur l'emploi, c'est très difficile. Il y a tellement d'actualités qui se passent en ce moment que c'est très difficile, ne serait-ce de savoir où est-ce qu'on sera dans un an. Mais on continuera à rester mobilisé sur les questions de l'emploi, particulièrement sur les questions de mobilisation à l'intérieur des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez traiter? Bon, il y a la question sur les grandes écoles, dont on a peut-être déjà un peu parlé. Nous, c'est un de nos gros axes d'essayer de faire bouger les grandes écoles. Là, les grandes écoles, on peut les prendre de deux manières. Soit dans les écoles, des étudiants qui vont voir leur direction et qui vont leur demander de faire évoluer les cours, d'avoir des cours spécifiques sur ces enjeux, etc. Et ça se met en place dans pas mal d'écoles, par exemple, dont la mienne, avec des résultats plutôt satisfaisants. On commence à voir apparaître des cours. Alors ensuite, les cours déjà en place ne changent pas forcément, alors que je pense que ça devrait être le cas dans certains cours de finance ou d'économie. On nous apprend de la finance, l'économie qu'on nous apprend n'est pas forcément la bonne, mais voilà. Puis après, il y a une approche un peu plus macro avec lesquelles on a aussi des liens, par exemple, avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou avec la conférence des présidents d'université, où il pourrait y avoir un mouvement d'ensemble des grandes écoles d'université pour mieux prendre en compte ces questions. Là, c'est pareil, on sent que ça bouge assez récemment. Et d'ailleurs, à ce propos, Benoît, il y a des liens à voir avec le campus de la transition, qui s'apprête à sortir le livre blanc sur les sujets de la transition dans l'éducation. Auquel on a contribué, on a été à des réunions de travail sur ce livre blanc, où ils expliquent en gros comment enseigner dans un cadre de transition. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, ce livre blanc devrait bientôt pouvoir être distribué. Et je crois même que sur Hello Asso, il y a la possibilité de soutenir l'impression et la diffusion de ce livre blanc. Est-ce qu'il y avait une autre question, peut-être qui vous inspirait? D'autres connaissances, la connaissance d'autres associations similaires en Europe, dans le monde? Vous êtes seul au monde ou il y en a plein d'autres dans tous les autres pays qui font la même chose? Alors sur les questions, vraiment sur, on va dire, des associations étudiantes ou étudiantes jeunes diplômés qui s'engagent qui portent un discours pas aussi, on va dire, aussi cru, mais également terre à terre, donc pragmatique avec les entreprises. Il n'y en a pas énormément, c'est vrai. Il y a des mouvements aux États-Unis qui commencent à se créer sur les questions de l'emploi, donc des risques d'employabilité. Finalement, c'est ça dont on parle. À court terme, les entreprises ont beaucoup plus peur du risque de non-employabilité des jeunes que des risques climatiques. Ça commence à se créer, mais c'est balbutiant. Et dans les autres pays européens, on n'a pas connaissance d'initiatives qui soient aussi importantes. Néanmoins, on cherche on a beaucoup de contacts dans pas mal de pays européens et on cherche à développer ces modes de mobilisation. On a été un petit peu stoppé avec le Covid, mais on avait notamment, on a une équipe bien constituée en Suède, par exemple, et on en avait en Angleterre et en Suisse. On a des équipes qui sont prêtes à commencer à travailler là-dessus, mais tout a été stoppé pour l'instant. On peut prendre toutes les questions si vous voulez. Ça. Oui, il y a une question là qui vient d'être posée par Céline en disant, au fond, qu'est-ce que vous attendez de nous en tant que citoyens, mais aussi en tant que facilitateurs? En tant que citoyen, je pense que tout citoyen doit non seulement se renseigner sur ces questions, agir à son échelle autant qu'il peut, que ce soit donc dans sa consommation ou dans son vote, dans son engagement aussi politique ou associatif. Et puis ensuite, nous, un des messages clés qu'on porte, c'est que chacun dans son métier doit pouvoir agir et doit chercher à agir. En tant que facilitateur, je pense qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a un besoin d'accompagner les entreprises à transformer leurs activités pour qu'elles soient plus compatibles avec les limites planétaires. Donc à engager les salariés et ce dialogue dans l'entreprise pour revoir.
Donc, peut-être que vous pouvez déjà accompagner les entreprises qui le demandent et puis aussi suggérer des entreprises avec qui vous avez des liens. Voilà, parce que je pense que les salariés peuvent s'engager et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Vous pouvez aider à accompagner. Je peux peut-être réagir là-dessus, Benoît. Ce que j'observe, c'est que les budgets alloués par les entreprises sur ces questions est ridicule par rapport à tous les autres budgets sur les grands projets de transformation, comme les projets de transformation digitale qu'il y a eu pendant des années. Enfin, on parlait de dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros pour les grosses entreprises. Là, on n'est pas du tout sur la même échelle. Et c'est vrai que ça aussi, c'est étonnant de voir ce contraste entre les discours et l'ampleur de l'enjeu. Et pourtant, il n'y a pas les moyens qui sont mis en face, quoi. Et souvent, nos interlocuteurs sur les questions de transition ou toutes les questions de réduction de l'empreinte carbone, etc., sont des personnes qui n'ont pas les budgets appropriés par rapport à leur mission. C'est comme Nicolas Hulot au ministère. C'est-à-dire qu'en gros, il a un rôle important, mais il n'y a personne en dessous de lui, quoi. Il n'y a pas l'état-major qui va bien, il n'y a pas tous les budgets, il faut qu'ils mettent tout le monde d'accord, quoi. C'est compliqué. Bon, bref, excusez-moi, je ne voulais pas finir sur cette note-là. Je peux réagir là-dessus. Je peux Oui, réagir sur une Sébastien. pointe un petit peu plus enthousiaste, je pense. Nous, on s'est rendu compte avec le Covid, et ce qu'on va essayer de pousser dans les prochains mois, prochaines années, c'est le fait que l'écologie, enfin l'urgence écologique représente un risque pour l'entreprise, et qu'une entreprise doit gérer ses risques, et que l'écologie bien pourrait avoir des conséquences aussi désastreuses, voire bien plus qu'une épidémie telle que le coronavirus. Et donc, ça va être notre angle d'attaque finalement. Donc, vous devez savoir gérer vos risques. Et là-dessus, je pense que l'écologie peut sortir des préoccupations d'un département développement durable et intéresser beaucoup plus des gens comme la direction financière, qui a des moyens bien plus importants. Donc ça, c'est ce qu'on espère. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais en tous les cas, ça sera notre angle d'attaque sur la suite. Merci Sébastien. Je vous propose de finir avec une dernière question, mais très courte. Un conseil, vous êtes deux, ça tombe bien. Un conseil pour un étudiant et un conseil pour nous qui ne sommes plus étudiants, qui sont sur le monde du travail depuis longtemps, pour certains. Allez, un dernier conseil avant de se quitter. Benoît, Sébastien, choisissez chacun une cible. Je ne sais pas, pour un étudiant, mais ça pourrait marcher aussi pour un non-étudiant. C'est d'essayer de se renseigner au maximum sur ces questions écologiques pour comprendre mieux le problème. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment les enjeux et le problème, la façon d'y répondre. Et pour ensuite pouvoir appliquer ça dans sa vie professionnelle. Voilà, mais profiter du temps qu'on a en tant que jeune pour approfondir les enjeux et s'informer. Et Sébastien, pour ceux qui sont dans le monde du travail, qui ont des enfants à gérer, qui n'ont pas le temps de passer des heures et des heures à lire, qu'est-ce que tu leur conseilles? Je pense qu'on peut. Alors bien sûr, il y a l'aspect s'informer qui est bien sûr là. Je pense qu'on peut également s'informer sans devoir éplucher de tonnes de littérature. Je pense qu'on peut faire avec pas beaucoup. De toute façon, ce ne sont pas des choses qui changent. Notre conscience du problème ne change pas du jour au lendemain. Donc, ça a été de longs processus. Moi, j'ai beaucoup évolué depuis la publication du manifeste et j'ai appris énormément de choses. Et on n'a pas besoin d'être aussi informé pour comprendre qu'il y a un problème et l'expliquer. Et ensuite, il y a un truc dont on s'est rendu compte par ce qu'on a fait finalement. C'est que c'est un peu bisounours, mais que si on est bien informé, si on se regroupe et si on a envie de faire des choses, eh bien c'est possible. C'est très très bisounours, je sais, mais c'est un peu comme ça finalement, parce qu'on était juste une poignée d'étudiants qui avaient envie d'exprimer une dissonance cognitive, notre schizophrénie finalement. Et 6 mois après, on s'est retrouvés à des rendez-vous dans des lieux fermés avec des PDG de très grosses boîtes françaises à leur faire la leçon. Donc, il y a vraiment des choses qui sont possibles. Merci Sébastien, merci Benoît, merci à tous d'avoir participé à
à cette interview format CAPS.